Bienvenue dans l'actu. Cette semaine, apprenons comment aider les personnes à mobilité réduite sans se faire mal. Une nouvelle rencontre avec le photographe Bernard Bischoff qui expose en ce moment. Mais tout de suite, quelques conseils pour prévenir et soigner la gastro-entérite. Après la grippe, c'est au tour de la gastro-entérite de faire une percée dans le paysage alsacien. Maladie virale qui entraîne des complications digestives, la gastro-entérite continue de remplir les salles d'attente des cabinets médicaux. Il y a toujours deux périodes propices à la gastro, c'est la période d'hiver et la période d'été. En sachant que la période d'été est en plus problématique parce qu'il s'y rajoute une notion de température qui accélère la déshydratation, notamment des nourrissons. Comme le dit le vieil adage, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. De source virale, la gastro-entérite se soigne assez facilement si elle n'est pas prise à la légère. Ça se soigne très bien, parfois ça ne se soigne pas du tout et ça se résout de manière spontanée. Parfois il faut donner un petit coup de pouce en donnant des médicaments contre les nausées, contre les diarrhées, contre les crampes. Un petit peu de paracétamol pour limiter les effets sur l'état général. Et puis spontanément, en quelques jours, les choses se résolvent très vite et le patient recouvre sa santé. Il faut donc surtout surveiller l'état des personnes âgées et des nourrissons qui sont plus sujets à la déshydratation. Il faut savoir que tout malade est un potentiel donneur. Donc il faut des mesures d'hygiène extrêmement strictes concernant le malade lui-même, c'est-à-dire à la sortie des toilettes, il faut qu'il se lave les mains et qu'il se passe de préférence les mains à une solution hydroalcoolique. Pour ce qui l'entoure, il faut conserver une certaine distance, pas de contact physique et surtout nettoyer à l'eau de javel, désinfecter, toilettes, boutons de chasse d'eau, clenches de porte, robinet. C'est très important pour éviter que toute une famille ne soit contaminée par le même virus parce qu'il y en a un des membres qui en est atteint. Boire beaucoup d'eau, manger léger et éviter les aliments crus sauf la banane est donc indispensable pour regagner la santé. Aider une personne à se lever, s'habiller ou prendre un bain sans se faire un tour de rein, voilà l'objectif de l'atelier d'aide aux aidants de ce vendredi 21 janvier. L'action d'aide aux aidants pour laquelle on est réunis cet après-midi au centre de rééducation fonctionnelle de Niederbronn concerne a bien pour finalité d'accompagner la dépendance, le maintien au domicile des personnes âgées dépendantes dans les meilleures conditions possibles, notamment pour les aidants, qui sont les proches conjoints, enfants, qui sont engagés concrètement, matériellement auprès des personnes âgées dépendantes. Et ces aidants, quelquefois, sont encore malheureusement mal informés, isolés. Pour plus d'informations, le Conseil général a mis en place depuis 2006 l'espace d'accueil des seniors à Haguenau. Je vais vous montrer comment rentrer dans une baignoire. Aujourd'hui, une démonstration a été faite avec l'aide d'un ergothérapeute parce que le rôle d'accompagnement des personnes à mobilité réduite n'est pas de tout repos. Les aider devraient être le plus actifs possible, le plus longtemps possible, et qu'il ne faut pas avoir peur de leur demander des efforts, et que les aidants doivent être aussi dans une bonne condition. Je fais un peu de publicité pour l'école du dos, puisqu'il faut aussi se ménager, et ménager son corps, et son dos surtout, pour faire le maximum d'aide possible pour aider les proches. Dans le cadre de ces ateliers et conférences, le prochain rendez-vous sera à la Maison Rouge de Merzwiller le 18 février de 14h à 17h pour une conférence sur la bientraitance. Bienvenue sur TV3V pour une nouvelle rencontre. Aujourd'hui, nous sommes chez Bernard Bischoff. Bernard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes photographe depuis votre plus jeune âge et spécialiste des panoramiques pour les animaux et la nature. Oui, je suis venu un petit peu au panoramique après un long chemin. Ça fait très longtemps que je fais de la photo d'animaux et de paysages de notre région. Et donc, depuis l'âge de 12 ans, j'ai commencé ça. C'était il y a 44 ans.
Et j'ai pratiqué la photo au format 24-36, donc de manière un peu traditionnelle, mais toujours un petit peu avec une sensation de manque par rapport au rendu de la réalité. Et j'en suis venu donc à la fin des années 90 à me lancer dans la photo panoramique par assemblage d'images pour pouvoir avoir un meilleur rendu de ce que je voyais dehors et de pouvoir restituer des ambiances telles que j'avais l'impression de les avoir vécues. Donc vous avez aussi exposé dans de nombreux endroits en Alsace, mais aussi à Paris et en Allemagne. J'ai eu l'occasion d'aller un petit peu plus loin qu'autour de chez nous, où effectivement j'expose assez souvent. À Paris, à la Maison de l'Alsace, en Allemagne, au Biosphärenhaus. Ce ne sont pas trop d'expositions, mais je préfère me concentrer un petit peu sur notre région et montrer un peu mes images localement, puisque en fin de compte, je ne fais toujours que des images de chez nous. Alors ces images, comment vous les faites concrètement? Comment ça se passe pour faire ces belles photos? Alors, j'ai dit que c'était donc par assemblage d'images. Donc le principe est d'étendre le champ de la photo en faisant des images successives très rapidement pour garder l'ambiance et pour pouvoir raccorder les images entre elles et obtenir des formats larges. Et est-ce que vous avez un souvenir particulier de photos? Peut-être une planque qui a duré longtemps, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de souvenir particulier parce que c'est toujours un petit peu la même excitation d'être pris dans les ambiances tôt le matin, d'être dans le froid ou dans l'humide et d'attendre quelque chose. La plupart du temps, il ne se passe rien, donc les moments sont toujours très excitants lorsque tout à coup se pointe peut-être un chevreuil ou une compagnie de sangliers et qui, par chance, s'approche de toi et d'avoir peut-être un petit peu l'opportunité de réaliser une image. Mais également, le simple fait de faire un paysage sympa, c'est très prenant également et je pense qu'il y a autant de plaisir à rentrer avec un beau paysage dans le boîtier qu'une scène avec un animal ou avec une plante rare. La photographie, c'est une chose, mais pour après éditer tout ça et proposer plein de produits dérivés, comment ça vous est venu tout ça? Alors pour faire mon premier livre, Nature à cœur, qui date de 2006, j'ai été sollicité par un éditeur, Les Petites Vagues de la Broc, qui a donc édité ce livre avec principalement des panoramiques. Et après, j'ai décidé de me mettre à mon compte et donc de vivre de la photographie en faisant de l'édition moi-même. Et donc depuis, j'ai édité un deuxième livre qui s'appelle Quête de lumière, des cartes, des marque-pages, un calendrier perpétuel, voilà, qui sont des produits qui me servent à assurer un petit peu mon quotidien et vivre de cette activité depuis maintenant 5 ans. Dans votre dernier livre, Quête de lumière, vous dénoncez un petit peu cette fragilité de l'environnement par rapport à l'action de l'homme? Oui, parce que, disons, lorsqu'on voit passer les années, lorsqu'on voit défiler presque 50 ans à la limite d'évolution des paysages et d'évolution des espèces dans leur environnement, sur un niveau local et très petit en fin de compte, on ne peut que constater que la pente est plutôt très descendante et pose vraiment problème pour la biodiversité et pour notre environnement de tous les jours. L'agriculture fait grand chose bien sûr parce qu'elle modifie de fond en comble les paysages, les vergers disparaissent, tout est remplacé par des monocultures qui sont très polluantes, qui sont des déserts écologiques. Les espèces végétales et animales là-dedans n'ont plus beaucoup de place. Les lotissements grandissent, l'infrastructure dont a besoin l'homme pour circuler prend encore quelques hectares. Et puis on constate que la nature, c'est un mitage très fin d'espace où l'animal n'a plus tellement sa place et où les espèces végétales n'ont plus le biotope qui leur permet de survivre. Alors vos photos sont un peu un moyen d'agir, un témoignage de ce qu'il y avait et ce qu'il n'y a peut-être moins ou plus. Voilà, je l'espère. Alors c'est pas un recensement de ce qui a existé, c'est pas exhaustif,
Mais c'est simplement une certaine vue que j'espère un petit peu agréable et sympa de notre environnement, pour montrer que voilà, notre environnement était comme ça, qu'un jour il ne le sera peut-être plus, ou peut-être par chance qu'on va peut-être remonter un peu la pente et retrouver des environnements qui nous rappellent quelque chose et qui nous font plaisir au cœur. Vous exposez en ce moment à Obernai. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette exposition ? Bien sûr, la médiathèque d'Obernai m'a contacté pour montrer mes images pendant quelques temps, jusqu'au 21 février. C'est un espace sympa où, même si on n'est pas directement dans notre région des Vosges du Nord, qui sont mon théâtre de travail, c'est un environnement qui, par l'attention des gens envers la lecture, envers les choses de la nature, j'ai pu constater qu'il y a pas mal d'intérêt pour ces images dans le cadre de cette médiathèque. Bernard, merci. Je rappelle donc l'exposition à Obernai jusqu'au 21 février. Tout de suite, c'est le MAG 3V avec la Maison d'archéologie et ses coulisses. Restez informés, à bientôt, au revoir.